Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver pour un nouveau tour d'information. Et d'ici d'ailleurs, dont voici les principaux titres. À l'appel du mouvement MP4, les Maliens sont massivement sortis afin d'exprimer tout leur soutien au CNSP pour diriger la transition. Suite à des pluies diluviennes, les ressortissants de Scienceau à Bamako ont apporté un soutien moral. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le mouvement MP4 a organisé un grand meeting populaire sur le boulevard de l'Indépendance pour montrer à la communauté internationale que le peuple malien soutient le Comité national pour le salut du peuple CNSP pour diriger la transition. L'appel du mouvement MP4 a donc été répondu favorablement par les Maliens qui se sont mobilisés en grande pompe pour apporter leur soutien aux militaires. Boubacar Traoré. Le peuple a répondu à l'appel des responsables du mouvement MP4 une fois de plus. L'objectif de ce grand rassemblement est d'attirer l'attention de la communauté internationale sur le soutien indéfectible à l'endroit du CNSP pour la gestion de la transition, mais également l'approbation de la charte élaborée à l'issue de la concertation nationale. Mesdames et messieurs, Maliennes et Maliens ici présents, Mesdames et messieurs les Maliens de l'intérieur et de la diaspora, Mesdames et messieurs, vaillants soldats des forces armées maliennes, chers compatriotes, nous sommes rassemblés ici, ce jour 15 septembre 2020, jeunes, personnes âgées, femmes et hommes, en cette place historique qui est le monument de l'indépendance. Tout comme à Bamako, ils sont des milliers de personnes à se rassembler dans la capitale régionale de Kay, Sikasso, Ségou, Koutiala et Mopti. À Gao, une grande mobilisation des forces vives est prévue demain 16 septembre 2020. Mesdames et messieurs, chers invités, permettez-moi à l'entame de mon propos de vous remercier très sincèrement pour votre participation massive au meeting que nous avons organisé ici le 8 septembre 2020. Cette première sortie du MP4 a été une véritable réussite. Recevez toutes nos reconnaissances et notre profonde gratitude. Ces grands rassemblements patriotiques et populaires n'ont d'autres objectifs que de soutenir les forces de défense et de sécurité du Mali. Les responsables de ces regroupements politiques n'ont pas manqué de remercier le public qui est sorti massivement et promis une tournée de sensibilisation de la population à l'intérieur du pays dans les jours à venir. Deuxième sortie, ce meeting ici ce 15 septembre, pour venir dire à l'ensemble du peuple du Mali que leur message a été entendu, le message du 8 septembre 2020, ici même, au boulevard de l'Indépendance. Et ce message était connu, c'était le souhait du peuple d'une transition dirigée par les militaires. Nous voulons les militaires à la tête de cette transition et pour beaucoup de raisons que nous avons évoquées, nous voulons qu'ils redressent le pays. Voilà pourquoi les 4 grandes plateformes à l'unisson ont fait appel au peuple du Mali et ils sont venus apporter le message du peuple. Et nous sommes sortis aujourd'hui encore pour saluer la confirmation du choix du peuple qui a été décidé au cours des concertations nationales tenues les 10, 11 et 12 de ce mois et qui ont abouti à une charte de transition qui donne tous les pouvoirs au CNSP de choisir le président qui va diriger cette transition. Et ce président, il peut être militaire comme il peut être civil. Ça, c'est le peuple souverain du Mali qui l'a décidé. Et il est clair dans la charte que cette charte même est au-dessus de notre constitution. Auparavant, une minute de silence a été observée à la mémoire du général Moussa Traoré, décédé ce mardi 15 septembre 2020. Voilà, vous l'avez constaté sur les images, les Maliens sortis massivement pour exprimer tout leur soutien aux militaires pour diriger la transition. Sur place, notre équipe de reportage a tendu son micro à quelques participants à cette mobilisation. Je vous propose de les écouter. Nous sommes là aujourd'hui pour défendre notre armée nationale. On voulait aussi que la transition soit gérée par notre militaire. Nous,
On ne veut pas qu'un civil gère cette transition. Donc c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui, pour montrer à la CEDEAO, pour montrer à la communauté internationale aussi que la population est derrière notre force armée. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui, pour défendre notre militaire. Nous sommes venus pour soutenir nos militaires. Nous sommes là pour le développement du Mali. Nous savons qu'il n'y a pas un civil, il n'y a pas un politicien aujourd'hui qui peut relever le Mali. Vraiment, on veut qu'on donne la gestion du Mali aujourd'hui à un militaire. C'est pourquoi nous sommes là pour les soutenir. Nous sommes avec eux aujourd'hui et demain. Je suis la présidente des femmes du camp de Kati. Nous sommes là pour soutenir nos militaires parce que ce sont nos militaires qui savent le degré de notre souffrance aujourd'hui. Les militaires, seuls les militaires peuvent mettre le Mali sur pied aujourd'hui, là où nous sommes. Donc nous soutenons nos militaires pour qu'on leur laisse la présidence et qu'on leur donne les postes stratégiques pour mettre le Mali sur pied. Aujourd'hui nous sommes là pour soutenir la transition conduite par les militaires parce que nous savons aujourd'hui le problème du Mali ne peut être résolu qu'avec les militaires. Sans les militaires, nous ne pouvons pas résoudre ce problème-là. Donc pour montrer à la communauté internationale que les Maliens sont là, que nous soutenons les militaires maliens. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'un grand meeting qui est organisé aujourd'hui par 4 grandes plateformes qui forment la plateforme MP4. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour le soutien à nos femmes, soutenir notre pays qui est le Mali. Et nous sommes là dans ce cadre-là aujourd'hui pour le soutien au Mali et le soutien à nos femmes. Oui. Sur tout autre plan, l'Association pour la promotion juridico-économique de la femme et de l'enfant, PRODEF, a organisé une conférence et débat sur les droits des femmes et filles infectées par la pratique de l'esclavage dans les cercles de Kita. La cérémonie s'est déroulée dans le centre Awa Keita à Bamako. C'était le mardi 15 septembre. Nous retrouvons Aboubacar Traoré pour les reportages. Au Mali, les femmes sont sujettes à plusieurs sortes de problèmes qui affectent leur corps, leur morale, leur état de santé en général. C'est dans ce cadre que la PROMODEF a initié cette conférence pour informer, sensibiliser et même interpeller les autorités administratives, politiques et religieuses dans la prise de décisions sur la lutte contre la pratique de l'esclavage. Il y a beaucoup plus de femmes, de filles, etc., qui nous ont fait le récit de leurs histoires. C'est atroce. Les femmes vivent cette situation d'esclavage de façon très pénible à plusieurs égards. Et quand on pose, le maître va poser ses sandales devant la chambre de la femme pour dire à son mari, toi, tu n'as plus de place aujourd'hui dans ta chambre. Ça, c'est des cas de viol. Nous, on appelle ça des cas de viol. Donc, les femmes sont victimes de viol par rapport à ce statut. Aujourd'hui, à la date du 12 février, du 12 août dernier, du 20 août dernier, on a fait le dernier compte. Nous sommes à 1620 aujourd'hui, dont 839 femmes. Et chaque fois qu'on a de nouveaux arrivages, on a toujours produit une lettre d'information adressée au préfet qui partage avec le gouverneur. Donc je crois depuis le 18 janvier jusqu'à la date d'aujourd'hui, on a dû faire plus de 10 à 15 lettres officielles adressées au préfet chaque fois que la situation évoluait. Bon, quand le village a accueilli les premiers déplacés qui étaient au nombre de 66, la famille de Mbala Diarra, lui-même il a 83 ans. Le chef de village a réuni son conseil, ensuite ils nous ont donné l'information. Donc les 3 jours qui ont suivi, on a dépassé les 500, on a dépassé un nombre de 500 déplacés. Donc tout le village a été envoyé. Chaque famille du village avait au moins une famille de déplacés à héberger. Donc chacun est allé de son sien, de ses moyens, de ses possibilités pour les accueillir, les loger, les nourrir. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, n'entend ménager aucun effort pour jouer sa partition dans la lutte contre ces phénomènes, selon son président. La CNDH entend jouer toute sa partition
dans la lutte contre les violations des droits de l'homme en général et dans l'éradication de la pratique de l'esclavage en particulier, surtout l'esclavage par ascendance. Ceci est sa vocation et elle n'entend ménager aucun effort pour y parvenir. Distingués invités, la lutte contre l'esclavage et pratiques assimilées constitue une préoccupation majeure de la CNDH, laquelle est et demeure à l'avant-garde de la protection des droits humains. Son rôle et son importance sont plus que jamais d'actualité dans la lutte contre l'esclavage et les pratiques assimilées. Ainsi, à travers plusieurs actions, notamment des communiqués, des déclarations, des conférences et débats radio-télévisés, elle a maintes fois fermement condamné la pratique de l'esclavage par ascendance et appelé le gouvernement et les autres institutions au respect des droits fondamentaux de la personne humaine à travers singulièrement la lutte contre la pratique de l'esclavage sous toutes ses formes, par l'adoption diligente du projet de loi portant répression de l'esclavage et des pratiques assimilées. Elle a été suivie dans cette dynamique par des experts des droits de l'homme de l'ONU qui, dans un communiqué publié le 9 septembre 2020, ont exhorté le Mali à mettre fin à l'esclavage une fois pour toutes. Pour mener à bien cette mission, l'implication des plus hautes autorités est nécessaire afin d'éviter les pires. Voilà, nous restons dans le même registre associatif et cette fois-ci avec l'association Kontaoko qui a organisé une rencontre d'information dans l'après-midi du mardi 15 septembre à la mosquée de l'air guide spirituel à Kalabankoura. L'objectif est d'informer l'opinion nationale et internationale à travers les médias du jugement des individus mal intentionnés qui avaient kidnappé l'imam Ibrahim Kontao le 3 septembre 2018. Kafré Bachir nous fait le point. C'est ce vendredi 18 septembre 2020 à 8h qu'est fixé à la cour d'appel de Bamako le jugement de ces individus malveillants dirigés par Makan Diawara qui ont enlevé l'imam Kontao dans la soirée du 3 septembre 2018 à son domicile. C'est pour attirer l'attention de tous et de lancer un vibrant appel de mobilisation aux différentes tendances religieuses de sortir en nombre pour assister à ces jugements. D'où la tenue de cette rencontre. L'association Kontaoko a vu le jour après le triste événement du kidnapping de notre très cher imam, guide, directeur Ibrahim Kontao en 2018. En guise de rappel, notre imam a été kidnappé le 3 septembre 2018 par des individus mal intentionnés, au cours duquel kidnapping, il a subi toutes sortes de sévices corporels, psychologiques, j'en passe. Toutes choses pouvant mettre en danger la vie de notre cher imam. Mais par la grâce de Dieu et à travers vos bénédictions, couronnées par le succès de l'intervention de nos forces de l'ordre, je profite de cette occasion pour les féliciter et les encourager pour la qualité professionnelle dont ils ont fait les preuves. Cette intervention des forces de l'ordre a vu la libération de notre imam le 19 septembre 2018. Dès lors, l'association Kontaoko a vu le jour et s'est fixé comme objectifs principaux ce qui suit: la protection de nos imams, la prise en charge des orphelins, la prise en charge des femmes veuves, la facilitation du mariage entre les célibataires, la recherche des hommes et objets perdus. Par la grâce de Dieu, ces individus malveillants dirigés par M. Makan Diawara, dont leur seul objectif était de ôter la vie de l'imam, restent dans les mailles de la justice. C'est ce vendredi le 18 septembre 2020 qu'est fixé leur jugement au niveau de la cour d'appel de Bamako à 8h précises. Pour cette occasion, à travers ma voix et au nom de l'association Kontaoko AKK,
lance un appel à mobilisation à tous nos frères musulmans, sans distinction aucune, à nos frères chrétiens, à tous les associations fêtières, bref, à tous ceux qui se reconnaissent dans les œuvres de l'imam Kontao, à sortir massivement pour aller soutenir, assister et porter haut le flambeau de notre religion le 18 septembre 2020 à partir de 8 h à la cour d'appel de Bamako. L'association Kontaoko se fixe comme mission la protection de nos imams, la prise en charge des orphelins et des veuves, la facilitation du mariage entre les célibataires et la recherche des hommes et de leurs objets égarés. Je vous le disais dans les titres, les populations de Scienceau vivent dans le calvaire suite à une pluie diluvienne qui s'était abattue sur la localité située à 7 km de San dans le cercle de Ségou. Occasion pour les ressortissants de Scienceau à Bamako d'initier une visite de terrain afin de constater de visu les dégâts causés par le phénomène des eaux de pluie afin d'accroître la résilience des sinistrés. Le commentaire est signé Sadio Sidibé. Les 150 mm de pluie enregistrés à Scienceau les 8, 9 et 10 septembre dernier ont provoqué une inondation dans la localité où plus de 600 foyers ont été détruits. Pour l'instant, l'école reste le seul abri pour bon nombre de populations en attendant des aides extérieures. Interrogés sur les causes de ces phénomènes naturels qui nuisent à l'environnement, les villageois ont surtout mis l'accent sur les eaux qui coulent de San vers Koutiala et au passage viennent se répandre dans le village. Face à la situation désastreuse, la jeunesse a interpellé les autorités compétentes à entreprendre sans délai des actions d'évacuation d'eau. Les autorités coutumières et politiques ont lancé le même cri de cœur à toutes les bonnes volontés à travers cette visite initiée par ces ressortissants pour constater de visu les dégâts afin d'apporter une assistance aux sinistrés. Comme notre école c'est un premier cycle, donc les gens sont, le premier cycle est déjà rempli, donc les gens sont éparpillés par-ci par-là. Donc les autorités sont venues, on a même demandé de l'aide, si on peut avoir des tentes pour au moins loger quelques-uns en attendant. Donc s'il y a l'aide aussi pour nous aider à évacuer cette eau dans notre village, vraiment ça serait la bienvenue. Et maintenant l'eau vient même de l'ouest, donc on demande au gouvernement de trouver une solution sur la route de Koutiala, de faire un pont pour que l'eau traverse pour rentrer, pour aller vers l'ouest, vers l'est. Voilà. Parce que toute l'eau va vers l'est. L'eau vient de l'ouest qui va vers l'est. Donc c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de route pour aller vers l'est. Donc l'eau rentre dans notre village. Rappelons que depuis la tragédie, les populations s'entraident avec les moyens de bord pendant que l'hivernage bat son plein. Voyons à présent le reste de l'actualité africaine et internationale en bref en images commentées par Boubacar Traoré. La junte au pouvoir au Mali s'est rendue ce mardi 15 septembre à Accra pour rencontrer la délégation des chefs d'État de la CEDEAO. Objectif, convaincre l'organisation régionale ouest-africaine de lever les sanctions économiques et d'accompagner la transition dans le pays. Mais aucun accord n'est sorti de la rencontre. Après une réunion à huis clos de plusieurs heures, les chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas accepté les propositions présentées par la délégation menée par le chef de la junte malienne, Assimi Goïta. L'organisation sous-régionale réitère sa demande de nomination rapide d'un président et d'un premier ministre de transition civile. C'est seulement après ces nominations que les sanctions économiques contre le Mali, l'embargo sur les flux commerciaux et financiers et la fermeture des frontières avec le pays seront levés. Le médiateur de la CEDEAO, l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, doit à nouveau se rendre à Bamako la semaine prochaine pour s'assurer des avancées vers la transition civile du CNSP, le Conseil national pour le salut du peuple institué par les militaires pour gouverner le pays. À 46 jours de la présidentielle en Côte d'Ivoire, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé à Abidjan de surseoir à l'exécution de la condamnation de Guillaume Soro et de le rétablir sur la liste électorale.
Le président du parti GPS, exilé en France depuis plusieurs mois, a vu sa candidature invalidée lundi soir par le Conseil constitutionnel. Invalidation due à sa radiation de la liste électorale du fait d'une condamnation. Ce mardi 15 septembre, une nouvelle ordonnance, toujours provisoire, est rendue par la Cour africaine. Comme l'ordonnance du 22 avril, celle-ci pourrait de nouveau rester lettre morte. Le jour de la condamnation de Soro, la Côte d'Ivoire a décidé formellement de ne plus reconnaître la compétence de la Cour africaine. Et signe de l'intérêt que porte l'État ivoirien à la Cour, ses avocats n'ont rendu ni observation ni conclusion dans cette procédure. En RDC, la rentrée parlementaire ce mardi a coïncidé avec la rentrée politique de l'ex-président Joseph Kabila. Le sénateur à vie n'a jamais siégé au Sénat depuis qu'il a remis le pouvoir à Félix Tshisekedi en janvier 2019. Joseph Kabila a enfilé pour la première fois son écharpe de sénateur avant d'entrer dans la salle de la plénière. Et chacun de ses gestes peut être calculé et scruté par la salle. Son écharpe en bandoulière, il s'est même levé à l'arrivée du président du Sénat. L'ancien président s'est refusé à tout commentaire, aucune déclaration à la presse. Il s'est contenté de poser pour des photos avec ses collègues et avec des employés administratifs du Sénat. Selon son entourage, Joseph Kabila a voulu marquer le coup en cette rentrée, mais il ne devrait pas prendre part à toutes les séances du Sénat. Sa présence a fait réagir toute la classe politique. Pour la sénatrice Francis Muyumba, issue de la coalition pro-Kabila, sa présence était un message plus fort que celui d'une simple rentrée politique. L'Union européenne va devoir prendre des décisions difficiles contre la Turquie et recherche l'unanimité de ses membres pour imposer des sanctions économiques, a annoncé mardi le chef de la diplomatie européenne. Une gamme d'options très vaste, incluant des sanctions économiques, a été élaborée par les services de Joseph Borrell pour frapper le régime de Recep Tayyip Erdogan et a été approuvée par les ministres des Affaires étrangères de l'UE lors de leur réunion fin août à Berlin. Les ministres se réuniront lundi à Bruxelles pour concrétiser cette décision, mais elle est rendue difficile par la volonté affichée des 27 de sanctionner également les violations commises au Biélorusse par le régime du président Alexandre Loukachenko. Le chef de la diplomatie européenne a plaidé pour la poursuite du dialogue avec Ankara, mais il a reconnu que la situation s'est aggravée même si la Turquie a ramené à son port d'attache son navire de recherche sismique au centre des tensions en Méditerranée orientale. De longs applaudissements ce matin au Parlement de Tokyo. Ils étaient pour Yoshihide Suga, élu ce mercredi nouveau Premier ministre du Japon en remplacement de Shinzo Abe qui s'est retiré pour des raisons de santé. Nouveau chef du Parti libéral-démocrate au pouvoir au Japon, Yoshihide Suga a obtenu 68% des voix à la chambre basse du Parlement et 59% à la chambre haute. Il dispose d'une confortable majorité et son équipe gouvernementale est très semblable à celle qu'avait Shinzo Abe. Le nouveau chef du gouvernement a été le conseiller de son prédécesseur pendant de nombreuses années et connaît très bien le fonctionnement de l'État et les rouages politiques de son pays. Parmi les chantiers qui l'entendent, la crise du coronavirus, la récession économique et les Jeux olympiques de Tokyo, reportés à l'été 2021. Shinzo Abe, à 65 ans, a été rattrapé par une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Il aura été Premier ministre pendant près de 9 ans au total. Voilà, c'était plutôt un commentaire d'Al-Hamidou Badini et Noboubacar Traoré comme précédemment annoncé. Et c'est ce qui referme ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente soirée sur Chérif la télévision.